David, j'ai une question pour vous. Dans votre exposé, vous nous avez dit que d'ici à 2035, il n'est pas réaliste d'envisager un développement linéaire pour les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Est-ce qu'on ne peut pas décider de donner la priorité pour faire en sorte que le fardeau de l'investissement soit moindre? Oui, en fait, il n'y a pas autant d'investissement qu'on voudrait dans ce domaine, c'est évident. En fait, il y a des perspectives, il y a des opportunités, notamment, on voit qu'il y a un fardeau très important au niveau des cancers des poumons, donc ça pourrait être une cible. La réalité, c'est que le degré de préparation dans ces différentes régions varie grandement. On ne sait pas s'il y aura un type de maladie que l'on va viser en premier lieu. Donc, on n'a pas encore fait de projection par rapport à une maladie spécifique. Une fois qu'on a toutes les données, on peut à ce moment-là établir un scénario pour faire des investissements pertinents. Mais il faut évidemment réfléchir à où on va faire ces investissements. Donc, il faut déterminer à la fois le lieu, la taille de l'investissement. Ce sont différents paramètres qui vont devoir être pris en considération. Et donc, il faut aussi savoir si le pays lui-même est prêt à accepter ces investissements et à faire en sorte que la population puisse en bénéficier. Mais ça, c'est la phase suivante. Dans quelle mesure les calculs tiennent-ils en compte le nombre de fractions nécessaires pour traiter certaines tumeurs? Eh bien, l'équipe de Marion Barr l'a fait. Ils ont regardé les variations, le nombre de fractions, et en fait, ça ne change pas les valeurs agrégées. On leur a posé pas mal de questions. On leur a demandé, qu'advient-il si on passait de 5 fractions à 3 fractions ou 5 fractions ou 7 fractions. Et la réponse, c'est que le nombre de fractions ne va pas vraiment changer. Il y a plusieurs scénarios. J'ai regardé la méthodologie utilisée. Et finalement, les résultats agrégés ne changent pas. En fait, 18, c'est le nombre moyen. 18, quelque chose, 18.x, c'est le nombre de fractions en moyenne. Mais finalement, quels que soient les scénarios envisagés, on a un écart qui n'est pas supérieur à 1. Donc. Mais évidemment, pour l'instant, on n'a pas d'éléments probants. Et quand on regarde le SPRT, il faut évidemment avoir des éléments probants. À partir du moment où on aura les éléments probants, on aura des chiffres avérés, à ce moment-là, on pourra véritablement rentrer dans la discussion. Et c'est vrai qu'on a aussi des très gros besoins du côté de la formation et de l'éducation. Et donc, il faudrait vraiment qu'on s'y mette sans plus attendre. Autre réponse, il y a également des normes d'hypofractionnement qui ont été reprises dans le modèle, mais basées sur les éléments probants au moment où les orientations étaient disponibles. Donc c'était vrai pour certains, mais ce n'était pas vrai pour d'autres. Certains avaient disposé des orientations et d'autres pas. Et donc ça peut avoir un impact sur certains types, mais pas forcément le même impact dans tous les pays en développement. On pourrait également dire que le fait que la SBRT, on peut tirer un parallèle avec Liberté. En fait, c'est une forme de traitement qui nécessitait pas mal de formation. Et la SBRT n'a été possible qu'à partir du moment où on avait eu des gens qui étaient suffisamment formés, avoir une bonne standardisation également des équipements. Donc finalement, c'est une évolution de la technologie et de sa mise en œuvre. Donc il se peut que certains traitements soient chers quand on commencera à les pratiquer, mais qu'avec le temps, ils deviennent moins chers. Oui, les montants qui sont alloués pour la SRBT pourraient également, pour Liberté, pourraient au fil du temps être transférés vers le SBRT. C'est un postulat que l'on prend, on présume que ce sera le cas.
Mais c'est vrai qu'on pourrait mettre beaucoup plus, on pourrait investir beaucoup plus dans le SBRT. Vous avez beaucoup insisté sur la nécessité d'investir de manière qualitative. Bon, vous prêchez à convertir ici. Ça va être plus difficile de convertir l'administration. Le gouvernement, les assurances. Bien, je pense que l'exposé très détaillé de Dave et malheureusement le fait qu'il y a des contraintes, enfin plutôt qu'il y a des retours positifs sur le plan financier. Je dis malheureusement parce que ça veut dire que c'est malheureux qu'il faille utiliser cet argument, mais à partir du moment où on peut prouver qu'il y a un retour sur investissement positif, je pense qu'à ce moment-là, ça peut convaincre l'ensemble de la société. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il faille toujours passer par l'argument financier pour convaincre les politiciens, plutôt que de les convaincre en leur disant que c'est un meilleur traitement pour les patients. Donc voilà, je pense que non seulement on doit continuer à faire de la bonne radiothérapie, mais il faut aussi qu'on apprenne le discours à tenir face au monde politique pour parvenir à le convaincre et trouver les bons arguments. En fait, quand on a mis en place la task force, on voulait vraiment aller dans les pays à fort revenu. On voulait que les pays à fort revenu fassent partie du débat pour montrer combien il était important d'investir et être certain qu'on avait la capacité d'avoir des éléments probants. Et sans doute que le débat, c'est de veiller déjà à ce que les gens aient un retour sur investissement. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'argument inverse qui est de dire si on n'investit pas, il y aura une perte financière. Donc peut-être qu'on n'a pas encore utilisé cet argument-là, mais sans doute qu'il faudrait trouver des éléments qui le prouvent au plan mondial. Mais il n'y a pas seulement le fait que si on investit, on a un retour positif, mais il y a aussi le fait que si on n'investit pas, il y aura une perte. Peut-être que c'est un argument qui peut aussi être utilisé. On serait peut-être étonné de savoir combien les politiciens peuvent être sensibles à ce genre d'argument. Donc il est important de le mentionner. Donc il faut vraiment veiller que les investissements se fassent, qu'ils aient lieu, mais aussi expliquer pourquoi ne pas investir est une stupidité, entre guillemets. Yes. Question of the same type. Question dans le même ordre d'idées. Généralement, les politiciens réfléchissent à court terme, 4-5 ans. Et puis, il y a des gens qui, eux, ont une vision à plus long terme, mais qui sont plus rares. Alors, est-ce que pour la radiothérapie, il ne conviendrait pas simplement de dire que on pourrait être plus productif, être meilleur? En fait, ce qu'on a montré, et là on a fait quelques postulats par rapport à la façon dont on gère l'activité, et on a fait des modèles. On avait d'ailleurs besoin d'un modèle parce qu'on voulait prouver l'assurance qualité. Mais donc si on rentre dans le modèle activité et que vous essayez de recueillir des données chiffrées, on voit qu'en effet, il y a matière à améliorer l'efficacité. Oui, c'est évident. Déjà à partir de ce qu'on sait maintenant. Alors, comment va-t-on utiliser ces économies qu'on va réaliser en étant plus efficace? Ça, c'est une autre question. C'est un choix que nous devons faire directement. J'ai deux questions pour David. Première question. Y a-t-il des exemples de pays qui utilisent les informations issues de vos travaux et qui vont trouver leur ministre des Finances? Et ma deuxième question, quels sont les mécanismes que vous utilisez pour diffuser vos informations? Comment essayez-vous de semer la bonne parole, ou prêcher la bonne parole? Oui, c'est vrai que... Pardon. Moi, je ne suis pas abonné au Lancet, par exemple. Oui, mais le Lancet, c'était très utile. En fait, on a pas mal discuté
de la façon dont on allait faire circuler l'information. Bon, l'industrie est très intéressée, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, nous avons une liste d'exposés. Ça fait à peu près 6 mois qu'on fait des exposés un peu partout. Et la semaine passée, Mary Gasparana a présenté cet exposé à l'IAA et le directeur général était là. Et l'IAA, donc l'Agence internationale nucléaire, était tout à fait intéressée par cette nouvelle technologie. Donc, il s'agit de parler aux bonnes personnes. Alors, je n'ai pas connaissance d'un pays qui ait utilisé ces données directement pour en faire un argumentaire. Mais en tout cas, ce qui va être nécessaire, c'est d'adapter ces données à la situation locale, de manière à pouvoir monter un argumentaire, monter un dossier solide. Donc d'abord, il faut mettre les gens du terroir au courant de l'existence de ces études, de ces données. Et après, ils vont devoir sans doute recueillir des données, des informations plus locales, combiner les deux. Et donc, c'est quelque chose qui est en cours pour l'instant avec plusieurs groupes dans différents pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voudrait être en mesure de dire pourquoi tel pays fait-il les investissements et son voisin ne les fait-il pas. Alors là, on pourra avoir des éléments de comparaison entre ceux qui investissent et ceux qui n'investissent pas et peut-être décider les indécis. On voudrait peut-être faire une carte des pays qui sont prêts. Et alors, on pourrait leur poser la question, pourquoi ne faites-vous pas les investissements si vos voisins le font et un peu leur mettre la honte à ceux qui ne le font pas. Je voulais ajouter que si on descend un cran plus bas au niveau européen, bon, nous avons eu notre projet Hero et dans le cadre de ce projet, on s'est rendu compte que on a une task force, mais que on devait poursuivre, donner un prolongement à ce projet. En fait, il y a certains pays qui se sont aperçus que nos données étaient intéressantes, notamment l'Autriche, qui a utilisé nos données pour de nouveaux investissements. Et sans doute, il y a pas mal de pays aussi qui se disent maintenant, je pourrais peut-être comparer mes données à ce référentiel européen qui existe. Bon, c'est vrai que la situation va chaque fois la situation nationale va devoir être prise en compte. Nous, maintenant, on a fourni une série de données au niveau européen. Après, c'est à chaque pays, évidemment, de se positionner par rapport à ça. Et la même chose à l'échelon mondial, évidemment. Oui, il y a différentes parties prenantes. Et finalement, on essaye d'investir dans les soins de santé. Mais l'industrie aussi, elle utilise fortement ces chiffres en disant voilà le bon niveau d'investissement qui est nécessaire pour votre pays. Donc moi je suis sûr qu'il n'y a pas que les groupes de plaidoyer qui vont utiliser ces chiffres, il y a aussi l'industrie qui va le faire. Donc nous allons demander à notre task force de continuer à œuvrer, c'est-à-dire à faire en sorte que l'information arrive jusqu'au niveau local et puis à trouver des relais au niveau local des chefs de file. Bien, si mon co-animateur le permet, je voudrais poser la dernière question. C'est mon privilège. C'est une question à Yolande concernant le rapport KC 198 qui finalement n'est plus utilisé à notre avantage. Alors rétrospectivement, est-ce que ça a été une erreur de faire un calcul des coûts sans également calculer les avantages des nouvelles technologies? Et sous question, à l'avenir, est-ce qu'on ne devrait pas refuser de faire un distinguo entre les coûts et les avantages, enfin les coûts et les avantages d'un nouveau traitement? Merci pour la question. Alors je sais que le rapport KC auquel ont participé 10 centres de radiothérapie belges. Bon, finalement, moi je suis encore en faveur de ce genre d'exercice parce que ça a permis aux différents centres de collaborer entre eux
et de travailler entre professionnels. Bon, c'est vrai qu'il est dommage, c'est même pénible que ce rapport ait été pris par je ne sais qui d'ailleurs pour dire, ben voilà, il y a différentes possibilités, on va choisir la moins chère. Alors, il faut quand même essayer de dire clairement qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution panacée, ça n'existe pas. Il y a différents traitements possibles et c'est à choisir en fonction de chaque cas individuel. Alors, il y a peut-être un point sur lequel on n'a pas encore suffisamment travaillé, c'est le fait que il y avait tout un débat autour des données à recueillir. Et puis, le premier débat, c'était simplement de chiffrer la SBRT. Et nous, on a voulu aller un peu plus loin. On a dit, on va calculer tous les coûts. Et ce, dans les différents centres participants. Parce que le SBRT, ça fait partie d'un ensemble. On ne peut pas l'isoler. Mais évidemment, on a fait une sorte de radiographie, pas un mauvais jeu de mots, mais radiographie de la situation en Belgique. Et on n'est pas forcément rentré dans les détails de savoir pourquoi ceci est-il moins coûteux que cela, ou pourquoi le même traitement est-il moins coûteux à un endroit qu'à un autre, peut-être parce qu'il y a des différences dans les équipements. Mais en fait, il y a souvent des coûts plus élevés parce que les équipements sont mal utilisés. On a nos idées par rapport aux raisons qui expliquent ces différences de coûts. Mais bon, malheureusement, on n'a pas été suffisamment loin dans la discussion et ça, c'est dommage. Alors, est-ce qu'il faudrait couvrir à la fois les coûts et les avantages? Je le pense. En fait, ce qu'on utilise parfois comme argument contre nous, c'est le fait qu'on a utilisé des vraies données, des données qui venaient des véritables traitements appliqués dans des vrais centres. Et donc, finalement, ça se retourne contre nous aujourd'hui, ce qui montre que, finalement, on prête le flanc, on devient vulnérable à certaines critiques. Mais il n'empêche, et je répète, je considère que ce travail en valait la peine. Donc, ça veut dire que dans ce pays, il ne faut pas être trop honnête, c'est ça? Non. Je pense que finalement, l'honnêteté paye toujours, au bout du compte. Merci, je voudrais une fois encore remercier nos intervenants. Je vais maintenant donner la parole au professeur de Merler pour les remarques de clôture et quelques conclusions. Merci beaucoup d'être venu. Je suis un petit peu nerveux, je dois l'avouer. Mon mentor m'a toujours dit qu'il ne faut mettre à l'écran que les choses que vous comprenez vous-même. C'est pour cela que je commençais en très gros. Donc ça, c'est mon livre préféré. Peut-être que quelques-uns d'entre vous ont déjà vu cette planche. Et vous savez que les cochons vont voir les chevaux et disent tous les animaux sont égaux. Et lundi, c'est... certains sont plus égaux que les autres et bien sûr, on peut dire cela, la radiothérapie est tout égale, mais certaines radiothérapies sont plus égales que les autres et je crois que c'est l'avenir vers lequel on doit aller avec Bravo. On a beaucoup de responsabilités maintenant, peut-être qu'on ne les a pas suffisamment assumées ces dernières décennies et il faut diffuser les bonnes informations. L'un des plus grands oncologues m'a dit que certains grades ne sont pas les mêmes que les autres. Donc je crois que la formation est essentielle et ce sera une très bonne idée d'utiliser nos partenaires et d'autres professions pour pouvoir avancer. Donc c'est, je pense, la principale tâche que Bravo doit faire. Deuxième chose,
Si nous parlons de radiothérapie, la radio-oncologie toute la radio-oncologie doit être impliquée. Si on parle de la chirurgie du sein, il faut qu'il y ait un gynécologue dans le panel. S'il ne peut pas parler, il ne sera pas très satisfait. Je crois qu'il faut toujours discuter de la radiothérapie. J'ai fait quelques calculs, mais les calculs, je ne suis pas très bon en maths, donc les calculs ne sont probablement pas tout à fait corrects scientifiquement, mais sont faciles à comprendre parce que c'est moi qui les ai faits. C'est l'ancienne technologie pour traiter un cancer cervical. Ça, c'est la radiothérapie, et ça aussi, c'est de la radiothérapie qui traite le même patient avec un plan d'architecture très standard. Il y a eu des publications, 15 à 20% des patients développent le grade 3 et beaucoup ont besoin d'une chirurgie interventionnelle, mais dans cette chirurgie, c'est moins de 1%. Alors, j'ai regardé sur Internet comment on traitait ce cas sévère, c'est la chirurgie. Et j'ai essayé de déterminer ce qui, en fait, est l'économie que l'on fait quand on évite une laparotomie. Et j'ai parlé à quelques chirurgiens et la réponse était « je ne sais pas ». On ne peut pas savoir combien de temps ça va prendre. Peut-être que ce sera 10 000 euros pour un seul patient. Ce que je veux dire par là, c'est que si on parle à KCE, je ne sais pas s'ils sont là, ou au gouvernement, il est temps de parler non seulement de manière verticale, mais également de manière horizontale pour faire beaucoup d'économies en faisant de la radiothérapie. Et deuxième exemple, je suis désolée, c'est le cancer de la prostate, mais c'est tout ce que je connais. C'est quelqu'un qui avait un site métastatique. On peut voir que c'est très facile. Et pour le BRT, j'étais très déçue parce que les discussions avec KCE étaient que ce genre de nouveaux traitements pour les métastases n'était pas vraiment utilisé ou pas assez utilisé parce que on doit encore apprendre beaucoup des nouvelles technologies, mais ce qu'on n'attend pas encore, c'est de nouvelles indications pour la radiothérapie. Ici, c'est une publication par le GAN Group et vous pouvez voir que si vous avez un patient qui a 1, 2 ou 3 sites métastatiques de cancer de la prostate et si vous traitez avec ce qu'on appelle SBRT ou la thérapie ciblée métastatique, on peut éviter le traitement systémique et on peut reporter la survie de pratiquement 4 ans. Donc, pour la BRT, cela coûte 4 500 € pour un traitement. C'est facile à calculer. Dans le scénario le plus optimiste, la partie supérieure, on peut économiser pendant 44 mois, par exemple, donc ça fait 125 mois 125 € par mois. Donc, on a économisé à peu près 5 000 € dans le meilleur scénario. Et dans les autres, c'est seulement 25 mois qu'on peut sauver, mais on fait une économie rien qu'en épargnant les hormones, mais il faut tenir compte des androgènes, donc vous aurez besoin pendant au moins 1 mois et vous devez prévenir l'ostéoporose. Donc tout cela, ça veut dire qu'en donnant un traitement de 4 500 € aujourd'hui, vous pouvez économiser 6 000 € dans les quelques années qui viennent. Et je crois que c'est les informations dont on a besoin pour aller vers KCE et vers le gouvernement. Ça n'est peut-être pas scientifiquement correct, mais c'est le pire des scénarios parce que ici, c'est Schwarzenegger. Quand vous utilisez les hormones, vous perdez beaucoup d'activité physique. Ça, c'est un coût indirect qu'il faut prendre en compte pour traiter ces activités qui perdent, par exemple, manque d'exercice, etc. Donc, je n'ai même pas tenu compte de cela. Ça, c'est Michel-Ange, le David de Michel-Ange, qui se trouve à Florence. Et ça, c'est
c'est ce qui se passe quand on lui donne des hormones. Donc vous avez une obésité, personne ne sait combien est-ce que ça coûte exactement, mais ça coûte beaucoup et c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique X. C'est une variété de syndromes qui vont de la tension, problèmes cardiaques, problèmes de cholestérol, etc., etc. Et ça, on peut économiser également pendant 4 ans. Ça n'est jamais pris en compte dans les calculs et il ne faut pas sous-estimer l'incidence des médicaments qui seront nécessaires. Donc je ne fais pas la promotion de cette thérapie pour tous parce que je sais que dans le cancer du sein ou autre, on peut faire les mêmes calculs. La seule chose que je veux dire, c'est que, et c'est le message de ma part et de Steven, c'est qu'il faut convaitre l'INAMI dans l'urgence qu'il faut arrêter d'avoir des conversations verticales. Ça coûte 4 500 €. Non, il faut commencer à regarder les choses de manière horizontale et en faisant quelque chose qui coûte de l'argent maintenant, combien d'argent est-ce qu'on peut économiser à l'avenir? Et je crois que c'est la réponse de Bravo et à travers les questions qu'on a besoin de panels d'experts pour discuter avec KCE et l'INAMI. Il est impossible en 2016 que quelqu'un connaisse tout sur les nouveaux choix de traitement et les remboursements. Donc voilà quel est notre avis. Nous voulons créer des panels d'experts pour conseiller le gouvernement, KCE, l'INAMI. Donc par exemple, un panel traiterait du cancer du sein et pas du cancer du poumon. Je crois que c'est comme cela qu'il faut avancer. Il ne faut pas oublier les nouvelles indications qui arriveront dans les années qui viennent. Je crois que la radiothérapie sera encore plus importante à l'avenir et pour la BRT, je crois qu'il faut faire ces calculs parce que je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a une nouvelle manière de regarder les nouvelles radiothérapies. La nouvelle biothérapie peut détruire les vaisseaux sanguins et je crois qu'il y aura des interactions avec de nouveaux médicaments. Et si on ne commence pas à en discuter maintenant avec le gouvernement, je crois qu'on va perdre ça. Il ne faut pas oublier que les nouveaux traitements coûtent parfois 5 000 € par mois. Très souvent, ils sont remboursés grâce à la force de l'industrie pharmaceutique, mais en faisant cela, on risque de ne pas bien éduquer le public. Il y aura de nouvelles indications de radiothérapie qui auront un meilleur résultat que de donner des traitements. Et bien sûr, pour en revenir aux questions financières, il y a quelques temps, Steven et moi, nous avons eu un appel d'un journal très connu en Belgique. Ils nous ont demandé si on souhaitait dire quelque chose concernant à propos du cancer et de la radiothérapie. On était ravis les premières secondes parce qu'ensuite, on nous a demandé plus de 1 000 € pour avoir une page, publier une page dans ce journal. Donc, qui est-ce qui est représenté? L'industrie pharmaceutique, l'industrie du médicament. Et si on n'essaye pas de changer cela, je crois qu'on va se retrouver avec une désinformation du public. Et je crois que c'est le rôle de Bravo de changer cela. Merci.